Bonjour à tous, on se retrouve sur ce deuxième épisode de Docker, très simple encore une fois, ce qu'on va regarder ensemble pour exécuter notre première application, on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Ça va être l'occasion aussi pour moi de vous donner quelques mots de vocabulaire, savoir un petit peu de quoi on parle au niveau de l'utilisation de systèmes, on va dire, via des conteneurs, parce qu'on va entendre parler de termes de conteneurs, images, etc. Faire un peu le tour de ça, quelques commandes pour commencer, même si on en verra d'autres par la suite, et viendra clôturer un petit peu cet épisode, cette vidéo avant les prochaines. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Au niveau de ce que nous avons fait précédemment, vous aviez installé normalement le moteur Docker et je vous avais précisé que sur Windows, qu'on n'est pas notamment tout ce qui est hors Linux, finalement noyau Linux, n'est pas du fonctionnement natif. Donc Windows, dès lors que vous utilisez Docker, il vous fait installer Desktop automatiquement, qui est l'outil graphique, même si vous pourrez passer par la ligne de commande, comme vous allez le faire principalement, plus souvent d'ailleurs, hein, sur GNU Linux et macOS, même s'il est possible d'installer ce dernier-là, mais quand même assez, on peut vite s'en passer, puisqu'encore une fois, c'est juste un outil graphique de beaucoup de choses que vous pouvez faire en ligne de commande. Donc il y a pas mal de commandes, je vous montrerai dans le terminal, mais bien sûr, parfois je ferai des petits rappels, je vous montrerai un petit peu sur l'interface graphique, comment que ça se passe. Et bon, il suffit de savoir cliquer sur des boutons, je pense que vous n'avez pas besoin de tuto pour ça, vous saurez très vite comment cela fonctionne. Voilà, donc ça permet comme ça de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un petit peu comment cela fonctionne. Au niveau des termes qu'on va retrouver, je vais prendre ici, on est sur une mini-série, donc on va pas s'embêter. Le but, c'est pas rentrer non plus dans énormément de détails techniques, d'accord, autour de ça. Généralement, sur ces types de playlists, on reste sur les fonctionnalités les plus essentielles, sans trop rentrer dans le détail par rapport à ce que vous voulez utiliser. Parce que tout ce que vous voulez savoir, finalement, c'est vos serveurs de Docker, pour une utilisation qui est la plus courante possible, et ça ira très bien comme ça. Les termes qu'on va très souvent retrouver, justement, ce sont ces derniers. On va entendre parler d'images, vous allez entendre parler, et on en a parlé précédemment, de conteneurs, et on parlera même un peu plus tard de volume. Donc je vais pouvoir comme ça, vite fait, vous présenter ça, pour entrer rapidement sur le fonctionnement de ça, pour être capable de le définir, que vous sachiez un petit peu comment fonctionne Docker et qu'est-ce qui différencie un petit peu tout ça. Mais comme je le dis, on restera sur des choses assez essentielles quand même. L'image, c'est tout simplement un paquet qui va englober toute votre application. C'est le paquet d'une application qui va à la fois donc contenir bien sûr son code, sa configuration, qui va contenir par exemple ses dépendances, etc. S'il y a des documents d'environnement, enfin des données d'environnement, bref, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement précis de l'application que vous allez vouloir. Une image, vous avez une application. Prenez par exemple un environnement web, vous avez l'habitude, on va avoir besoin par exemple d'un serveur, en quel qu'il soit, Nginx, Apache, peu importe, donc HTTPI. Tout cela fera office d'une seule image. Si vous voulez PHP, ce sera une autre image. Si vous voulez l'application PHP MyAdmin, ce sera une autre image à nouveau. Si vous voulez MySQL, encore une autre, ainsi de suite. Une application, une image. D'accord? Les choses sont bien séparées. Pensez pas environnement web, donc c'est une image, non. C'est bien chaque application séparée. Mais bien sûr, dans ce qui la compose, on retrouve beaucoup de choses. Vous avez peut-être des dépendances, peut-être des fichiers de configuration pour votre serveur, pour PHP, etc., etc. Et ça fonctionne bien sûr pour tout un tas d'applications, d'accord? Pas forcément des applications orientées web. Donc on va avoir ça et on va disposer d'images qu'on va pouvoir ensuite télécharger directement, donc soit la ligne de commande, soit via desktop, l'application graphique, et on aura tout ça. Quand on parle de conteneur, très simplement, c'est juste une instance. C'est aussi simple que ça au niveau de l'explication, de la définition, c'est une instance d'exécution d'une image, d'accord, au niveau de Docker. Donc ça, c'est bien sûr pour détailler, définir un petit peu ce qu'est la chose. Techniquement parlant, c'est pour ça que je voulais quand même vous expliquer rapidement comment ça fonctionne en dessous de tout ça, et ça permettra aussi d'expliquer pourquoi c'est une fonctionnalité qui est native de Linux, et pas forcément de Windows ou de macOS précisément. C'est simplement que ça va utiliser des fonctionnalités du noyau, d'accord, donc de Linux précisément. À savoir les espaces de nom, ce qui vont permettre par exemple de séparer, si vous voulez, d'éviter les conflits entre les différentes applications qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'en fait les différents processus qu'on va avoir au niveau de nos programmes vont avoir leur propre vue du système. D'accord? Ils auront l'impression en fait d'être seuls, d'avoir leur propre vue unique du système sans forcément que ça vienne empiéter sur les autres. Il faut le comprendre comme ça. Et ensuite, donc ce sont les espaces de nom. D'accord? On va retrouver le fonctionnement des espaces de nom. Espace de nom, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est une des fonctionnalités du noyau Linux, très important. Et on va retrouver aussi les groupes de contrôle. Donc les cgroups, si je reprends le terme qu'on retrouve directement au niveau du système. Donc toujours au niveau du noyau Linux, je dis système par abus de langage, mais on parle bien du noyau Linux, d'accord? Ce n'est pas un système, c'est un noyau. Et au niveau de ce dernier, lui va permettre en fait de gérer tout ce qui est allocation, d'accord? Pour allouer les ressources et également les permissions
au niveau de nos différents processus. Par exemple, on pourra indiquer, eh bien, pour tel processus, on va lui allouer telle partie des ressources, donc par exemple telle partie de la mémoire, telle partie de tel espace disque, telle partie de telle autre chose, et également l'accès ou non à certaines fonctionnalités, par exemple l'accès ou non à des périphériques. Donc vous voyez, on peut comme ça limiter pour créer une sorte d'environnement un peu virtualisé, parce que c'est une forme de virtualisation d'une certaine manière, en allouant des ressources bien précises pour chaque processus. Et bien sûr, l'intérêt de tout ça, eh bien, c'est d'utiliser un système d'isolement. Donc c'est via ce système d'isolement qui utilise, vous l'avez compris maintenant en amont, des fonctionnalités du noyau Linux qui permet, eh bien, évidemment, de créer ici des conteneurs au niveau de Docker. C'est pour cette raison que si vous êtes par exemple sur Windows et vous utilisez Docker, vous ne pouvez pas l'utiliser nativement parce que vous n'avez a priori pas de noyau Linux sur Windows. Donc nous, ce que nous avons fait précédemment, on a installé WSL, donc WSL, pour pouvoir justement avoir une installation donc, du noyau Linux sur notre système, donc une sous-couche, un sous-système Linux, et ensuite on peut utiliser ça directement sur Windows, donc c'est ce qui est possible maintenant, donc c'est bien pratique, et macOS pareil, on arrive très facilement à avoir quelque chose qui fonctionne aussi. Donc voilà pourquoi maintenant vous savez pourquoi c'est pas une fonctionnalité qui est native. Alors ça veut pas dire que Windows n'a pas son propre système de conteneurs, il y a le système de conteneurs de Microsoft, mais c'est autre chose, voilà, c'est pas Docker, c'est un autre système. Mais comme il s'agit ici d'un cours sur Docker, donc d'avoir quelque chose de multiplateforme, bon, l'avantage quand même, c'est que malgré tout, même si c'est pas natif partout, vous pouvez utiliser, de toute façon vous l'avez vu à juste titre dès l'épisode précédent, Docker sur les 3 systèmes les plus populaires qu'on a pu voir ensemble. Voilà comment que ça se passe. Donc vous voyez, je ne rentre pas trop dans le détail technique, on n'est pas là pour parler de Linux, fonctionnement du noyau, etc. Juste dans les grandes lignes, vous sachiez, pas que vous demandiez, tiens, comment ça fonctionne, je ne comprends pas. Maintenant, vous savez en tout cas dans les grandes lignes comment tout cela fonctionne et qu'est-ce que cela utilise surtout. Vous verrez également par la suite qu'au niveau de l'utilisation des images, des conteneurs, etc. au niveau de Docker, les données ne seront pas persistantes. À chaque fois que vous allez réexécuter par exemple ensuite donc une instance de votre image, eh bien les données que vous avez éventuellement enregistrées seront perdues. Elles ne restent pas comme sur un disque dur par exemple ou un support de stockage. Et pour cela plus tard, on utilisera des volumes. Donc le volume, c'est tout simplement une technique, un outil, une fonctionnalité au niveau de Docker qui va nous permettre d'avoir des données persistantes. Voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça, des données persistantes. Donc ça va être pratique si vous voulez gérer par exemple une application web, si vous voulez gérer n'importe quoi qui doit enregistrer des données. On comprend bien que si nous n'avons pas un système de sauvegarde des données, ça peut être problématique. Mais à côté, on n'a pas besoin pour certaines choses de garder des données. Par exemple, quand je veux faire tourner un serveur, j'ai pas forcément besoin de sauvegarder des informations. Pour une base de données, oui, pour un serveur web, non. Donc le serveur web, le fait qu'il n'ait pas de persistance, c'est une chose. Il est utile au moment où on l'exécute. Une fois qu'il est arrêté, il est arrêté, point. Là où dans certains cas, si on veut faire tourner un site, une application, on veut conserver bien sûr des données entre 2 exécutions. C'est tout au niveau du vocabulaire, en tout cas principal. Maintenant, vous savez ce qu'est une image Docker, vous savez ce que c'est un conteneur Docker, vous savez ce que c'est un volume, même si bien sûr on reviendra dans les grandes lignes dans tout ça, parce qu'on va y avoir des vidéos dédiées sur l'utilisation, la manipulation d'images de conteneurs, et l'utilisation bien sûr de volume, et également d'autres choses. On verra par exemple comment associer, si vous voulez, plusieurs applications. Par exemple, si on va faire un environnement web, encore une fois, pour composer tout ça, donc il y a un outil de Docker spécialement pour ça, ce qui permettra ensuite de permettre de faire, si vous voulez, communiquer certains outils entre eux. Ce qui est quand même bien pratique quand on fait justement un environnement web, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc on verra tout ça. Le vocabulaire c'est terminé, on va en rester là avec ça, et on va exécuter notre premier conteneur, donc notre première encore une fois instance, d'accord, pour exécuter donc, une image qu'on va télécharger. On va pas s'embêter pour dans le détail de comment télécharger ou juste exécuter ou créer un conteneur, etc. On va avoir des vidéos dédiées sur la suite de ce cours qu'on verra ensemble dans cette mini-série. Donc là, on va juste se contenter d'une seule commande, une des premières commandes que vous allez pouvoir voir pour ça, qui est Docker Run, tout simplement, -d, parce qu'on va spécifier un numéro de port, parce qu'on va exécuter ça dans un environnement web, donc directement, donc avec le numéro de port 8080 pour HTTP, et on va faire appel, on va récupérer l'image Welcome to Docker. Donc je n'invente rien, c'est fourni par Docker officiellement, donc c'est généralement ce qu'on montre, et c'est fait justement pour pouvoir tester l'exécution de Docker, le fonctionnement, etc. Donc c'est tout à fait pertinent pour cette série. Vous utilisez cette commande, vous l'exécutez, comme il ne trouve pas l'image, s'il ne la trouve pas bien sûr, il va aller la télécharger, et il nous a créé un conteneur, et il va ensuite pouvoir exécuter tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on a un Docker Run, ça qui peut démarrer. Par contre, moi je suis étonné qu'il ne m'ait pas laissé, mais ok, je vais aller vérifier de toute façon ici, directement. Donc c'est en route, très bien. Donc là, vous voyez que c'est passé pas mal de choses.
j'avais rien tout à l'heure, donc on voit qu'on a un conteneur. Donc ça, je vous dis graphiquement, j'ai pas besoin de vous faire un cours dessus, vous savez lire normalement, même si c'est en anglais, et vous savez cliquer sur des boutons. Donc vous voyez qu'on a un conteneur qui s'est fait, d'accord? On voit bien qu'il y a un numéro de port, donc on peut y accéder en plus directement, il vous met l'adresse, pas besoin de la deviner. Si on va dans les images, on voit qu'effectivement, il a bien téléchargé l'image, très bien. Et ensuite, éventuellement, est-ce qu'on a des volumes? Bon, là, a priori, ce n'est pas une image qui a besoin de faire garder, conserver des données, donc on n'a pas de volume qui a été créé pour ça, mais on a tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant qu'on a ça, donc c'est localhost etc 8080, je vais l'exécuter directement ici. Et voilà notre première application, donc isolée, un conteneurisé qui vient d'être exécuté, qui est en exécution d'ailleurs. Donc c'est là tout le principe. Donc encore une fois, j'aurais pu passer par l'outil graphique. On passe pour cela par ce qu'on appelle des registres. Donc les registres sont un petit peu des catalogues, hein, vous pouvez imaginer des, comment dire, des dépôts d'applications. Et on a bien sûr le dépôt officiel qui est le Docker Hub, donc qui est un gros registre en fait. Et ici on retrouve plein d'images qui sont disponibles en téléchargement. Donc bien sûr, l'image qu'on a été récupérée, Welcome to Docker, elle a été récupérée directement ici. Vous voyez, elle est ici. Donc j'aurais pu, hein, graphiquement, vous voyez ici, la récupérer ou même la lancer en faisant ça. Il serait passé exactement la même chose que ce que j'ai fait en ligne de commande. Encore une fois, je vous montre la ligne de commande parce que beaucoup de gens n'auront pas forcément installé l'application graphique. Hein. Je pense à ceux qui sont sur GNU Linux ou macOS notamment, parce que c'est plus habituel et pratique finalement d'utiliser directement la ligne de commande. Donc c'est surtout sur Windows où vous avez de toute façon pas trop le choix d'installer l'environnement graphique. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et en plus, vous voyez, moi, je viens de remarquer effectivement que vous avez mis de toute façon une commande ici, même s'il a mis rajouté une option pour le nom, mais c'est pris directement en compte ici. Donc tout ce qu'on a fait là, on aurait pu le faire directement via l'outil graphique, tout simplement. Donc ça vous montre comme ça, c'est pratique aussi de voir un petit peu la consommation que ça peut avoir, etc. Donc ça peut être pratique d'avoir un suivi. Donc n'hésitez pas à tester, même si plus tard vous comptez pas utiliser l'outil graphique. Hein. Voilà, pour les autres systèmes, ça peut être toujours intéressant de voir comment ça fonctionne aussi, de voir quelques informations. Parce qu'on peut retrouver vraiment voilà, beaucoup d'informations sur tout ça. Donc notamment ici avec des logs, etc. Donc on trouve beaucoup d'infos. On peut aussi faire en sorte de démarrer le conteneur, le relancer, etc. Voire bien sûr supprimer, mais ça c'est des choses qu'on verra aussi plus tard dans d'autres épisodes pour gérer précisément tout ce qu'on a. Donc là on peut voir beaucoup d'infos. Ça peut être pratique, voir ce que ça consomme, les ressources, etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc c'est notre première exécution. C'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. C'était vraiment une petite introduction à l'usage un petit peu des conteneurs des images avec une définition. On va terminer quand même cet épisode avec quelques petites commandes, même si on va en voir plus par la suite avec ce qu'on va faire, mais des commandes qu'on peut voir, je pense, à ce stade, qui vont être intéressantes et qui vont surtout éventuellement servir. Donc celle qu'on avait vue dernièrement, c'était pour vérifier le numéro de version de Docker. Ok, ça on l'avait fait très bien. On a quand même une commande qui va donner un peu plus d'infos, qui est Docker info. Voilà, donc qui va permettre notamment d'avoir le numéro de version et aussi d'avoir, on le verra plus tard, le nombre d'images éventuellement qu'on a au niveau des volumes, le nombre de conteneurs. Donc là on voit qu'on a effectivement un conteneur, on a une image et on en a un qui est en route. Donc on peut retrouver comme ça pas mal d'infos, pratiques ou non, selon ce que vous utilisez. Là, le manuel, hein, si vous voulez, c'est Docker Help. Ça, vous avez toutes les commandes, c'est d'ailleurs plutôt bien organisé. Les commandes principales sont surtout là, les communes. Ensuite des commandes de gestion, on va en voir pas mal pour la suite. D'autres commandes après particulières éventuellement. Donc beaucoup de choses voilà, qu'on aurait pu faire aussi. C'est-à-dire qu'en faisant run, en fait, ça exécutait pas mal de commandes en amont. Mais on reviendra en détail de toute façon pour la suite, hein, au niveau de ce qui peut être fait en tout cas ici. Au niveau, parce qu'on a parlé conteneur image, même si on rentrera dans le sujet aussi dans des prochains épisodes, si vous voulez lister ces derniers, ça peut être pratique, hein, pour vérifier ces informations, vous avez quelques commandes. Vous pouvez taper ceci, ça vous indiquera comme ça les images que vous avez. Voilà, ça peut être pratique. Et pour les conteneurs, attention, c'est pas container, c'est PS, puisqu'on parle de processus en l'occurrence. Et vous pouvez comme ça vérifier ça. Voilà, donc ça peut être pratique aussi. Vous pouvez vérifier différentes informations qu'on retrouve ici. Ça peut servir. Et je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des quelques commandes qui vont vous servir en tout cas à ce stade. Le but c'était d'avoir quelque chose qui est installé, c'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Là de faire la première exécution, où en fait ça a été récupéré sur le registre une image, et ensuite créer un conteneur et démarrer le tout pour mettre en place l'exécution sur un serveur, parce que vous voyez qu'on passe par un serveur web directement, et de pouvoir exécuter ici notre application, donc qui a été isolée, conteneurisée. Comme ça vous avez un exemple pratique, qui est bien sûr l'exemple officiel de Docker, et qui fonctionne très bien. Je vous dis à bientôt, en tout cas pour la suite. On va voir ensemble comment gérer plus précisément tout ce qui est images et conteneurs. Ce seront les prochains épisodes de ce cours. Et après on parlera un petit peu de volume, on verra même comment créer nos propres images. Parce que le but c'est pas que forcément utiliser des choses qui existent déjà, c'est même de voir comment on pourrait créer nous-mêmes nos propres images et mettre en place nos propres conteneurs.
Donc on verra tout ça, c'est prévu dans le cours. Donc si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.